Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu. Aujourd'hui, nouvel épisode de Ça discute avec, et je suis particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui Michel Collomb avant toute forme de débat. Cher Michel, comment allez-vous ? Eh bien, disons, c'est chaud pour le moment. C'est dur de dire ça va bien quand on voit des choses pareilles. Et puis bon, faut pas le cacher, ça fait beaucoup de boulot, beaucoup d'agressions aussi. Donc, mais ça, c'est rien à côté de ce que des gens vivent. Donc, on est là. Voilà, absolument. Aujourd'hui, bien sûr, vous vous en doutez, chers spectateurs, on va parler de ces sujets complexes qui sont devenus notre réel. On va prendre le temps de parler, de réfléchir, de mettre les neurones en activité, mais pas pour s'insulter, pas pour s'en mettre plein la gueule. Vous savez que chez Juste Milieu, c'est pas le genre de la maison. Et avec vous, Michel Collomb, aujourd'hui, on va parler bien sûr des questions liées à la propagande de guerre, liées à l'actualité, avec les liens éventuels. Vous allez nous donner votre regard entre l'Ukraine et la situation actuelle en Palestine. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, parler de votre parcours? Vous êtes journaliste et essayiste belge, créateur du collectif indépendant Investigation, spécialiste de la question de la propagande de guerre et d'autres thématiques liées, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure-là que vous avez vécue et que vous continuez à vivre aujourd'hui dans un monde qui vous prête toujours plus de sujets d'études, j'imagine? Écoutez, à 77 ans, j'ai bien eu cette vie comme les chats. Donc, je suis né dans une famille bourgeoise, catholique et riche de Bruxelles, qui était pour les États-Unis et pour Israël quand j'étais jeune. Et puis, j'ai commencé à regarder ailleurs. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'injustice dans le monde, beaucoup d'hypocrisie. J'ai cherché une explication pour ça. Dans les années avant mai 68, commencé à regarder du côté de Marx, qui m'a semblé une bonne manière de comprendre la racine économique des injustices. Oui, c'est quelque chose qu'évidemment dans mon milieu, on ne se posait pas du tout. Et puis, j'ai fait des études de droit. J'ai été avocat pendant 1 an ou 2, comme mon père, avec donc une belle situation et très bien gagné sa vie. Et puis tout d'un coup, ce monde-là m'est paru vraiment hypocrite et que je ne pouvais pas rester là-dedans. Donc je suis allé travailler comme ouvrier en usine, d'abord à Bruxelles, mais comme j'étais un peu dans les groupes gauchistes, je me suis fait virer un peu rapidement, parfois même très vite. J'étais sur liste noire. Puis je suis allé à Liège, qui est une grande ville industrielle avec une tradition ouvrière et syndicale très très forte en Belgique. Et là, j'ai travaillé dans une usine pendant presque 6 ans, où j'ai été après délégué syndical. J'ai participé à un syndicalisme liégeois très très actif. Et j'ai beaucoup appris. Ça m'a mis les pieds sur terre. Ça m'a, je pense, aussi appris à parler simplement aux gens et à partir de leur vécu, de leur situation, et à essayer d'utiliser les connaissances que j'avais acquises. J'ai fait des études chez les jésuites, et une école élitiste s'il en est, et voilà, utiliser ces connaissances pour être utile aux gens d'en bas, voilà, pour changer. Et j'ai fait ça pendant quelques années, pendant une vingtaine d'années, dans un hebdomadaire belge de gauche qui s'appelait Solidaire, qui existe toujours. Et puis, tout d'un coup, quand a éclaté la première guerre contre l'Irak, 90, ça se préparait, en 91, elle a éclaté. À ce moment-là, ma rédaction m'a dit c'est un événement historique, ce serait bien que tu la couvres. Je n'avais jamais été au Moyen-Orient, je ne parlais pas l'arabe. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous imaginez ça, mais il n'y avait évidemment pas des GSM. Il y avait pas. Tout ce qu'il y avait, tout ce qui commençait à y avoir, c'était des fax. Donc, j'ai essayé, oui, j'ai mis en place un réseau de contre-information avec des gens que j'avais rencontrés aux États-Unis, au Maghreb. Et je me suis rendu compte que la manière de décrire les faits de cette guerre en Irak était totalement opposée. Il y avait deux guerres complètement différentes au niveau même des faits. Donc j'en ai tiré un livre qui s'est appelé Attention Médias et qui, à ma grande surprise, a eu beaucoup de succès. C'était la première fois qu'on faisait ça en Europe, une analyse
test média, je vais dire une analyse sur pièce, de voir les trucs de manipulation, etc. Et j'ai été aidé par un livre qui était paru 2 ans auparavant de Edward Herman et de Noam Chomsky, Fabriquer un consentement, le meilleur bouquin sur l'éducation des médias. Ça m'a bien aidé. Et voilà, ça m'a donné une méthode pour analyser, on va dire, les stratégies de guerre et de désinformation. Et ça va toujours ensemble. Il n'y a pas de guerre sans désinformation. Vous pouvez jamais dire, je fais la guerre pour le pétrole, je fais la guerre pour le fric, je fais la guerre parce que ce gouvernement me résiste. Ça, vous pouvez pas dire. Donc, vous devez raconter des histoires. Et voilà, le livre a très bien marché parce que j'ai eu énormément de conférences en France, ouais, un peu partout dans le monde, parce que les gens ont découvert à ce moment-là l'intensité de la manipulation médiatique et les procédés. Et évidemment, tout le monde voulait s'armer, si je peux dire, pour repérer ce que j'ai appelé les médias mensonges. Après, bien, les États-Unis m'ont donné beaucoup de travail puisqu'ils ont attaqué la Yougoslavie, la Libye, la Syrie, tout en se cachant un peu. Sous des autres formes, c'est des guerres sans bombes, mais c'est des guerres quand même. Le Venezuela, où j'ai beaucoup été, j'ai rencontré Chavez, j'ai travaillé avec des Vénézuéliens, et aussi un livre. Bien entendu, la Palestine, c'est aussi une guerre des États-Unis, sauf qu'ils sont dans les coulisses, mais c'est eux qui tirent les ficelles. Et donc voilà les raisons pour lesquelles les États-Unis vont jamais me laisser prendre une retraite tranquille, parce que je peux pas supporter que on tue des gens, on tue des enfants. J'ai des enfants, des petits-enfants. Chacun peut se mettre à la place des parents. C'est la pire chose qui peut vous arriver dans une vie, c'est de perdre votre enfant. Et je peux pas supporter qu'on fait ça comme ça tout le temps, par différentes méthodes, à tellement de peuples dans le monde. Voilà. Donc, j'ai commencé par des livres, et puis les gens me disaient, ah, il est bien ton livre, mais il arrive 1 an après la guerre, donc c'est trop tard. Et j'en ai déduit qu'il fallait faire un site d'information. Et comme à ce moment-là, je voyageais beaucoup, je rencontrais des gens très intéressants en Amérique latine, au Moyen-Orient, etc. Et donc, j'ai commencé à faire un site d'information avec des petits billets, des choses échangées avec des amis dans le monde entier. Et puis, on s'est dit, bon, ça, le site, il a été fondé en 2004. Donc, à ce moment-là, il y a un grand basculement. Je ne sais pas quel âge vous avez et quand vous avez commencé. Voilà, donc, c'est une époque très intéressante. Il y a vraiment l'irruption d'Internet sur la scène médiatique. Et pour les gens comme moi, à l'époque, on appelait ça les altermondialistes. Il y a eu un forum, il y avait le Forum social de Porto Alegre, il y avait eu des grandes manifestations intermondialistes à Seattle, puis il y a eu un jeune Italien qui s'est fait tuer à Gênes. Et là, on avait enfin la possibilité d'informer en temps réel des pacifistes, par exemple. On fait une radio en temps réel et ils ne dépendaient plus des médias traditionnels pour informer. Ils pouvaient informer des milliers, des dizaines de milliers de gens. Donc ça, c'était vraiment, ça a bouleversé la donne. Et quand j'ai compris ça, j'ai utilisé Internet pour organiser, par exemple, des missions de paix en Yougoslavie pendant les bombardements, puis en Irak avant la guerre qui a éclaté en 2003. Et on a vu qu'effectivement, Internet nous permettait de nous organiser, nous permettait de toucher directement plein de gens. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'initiatives de ce genre-là. On était encore dans les magazines papier, dans les conférences, les bouquins, qui sont importants évidemment. Mais ça, c'était nouveau. Et un type qui était pas bête dans l'administration Bush, à savoir Rumsfeld, a tout de suite dit, voilà, Internet, c'est la guerre. Il faut faire la guerre sur Internet. Parce que il a compris le danger pour les États-Unis, qui jusqu'à présent avaient le monopole du discours, avaient le monopole de l'info. Il a compris, il a dit, voilà, tout le monde maintenant a un téléphone, et avec des mails, à ce moment-là, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, mais il y avait déjà des mails. Voilà, avec un téléphone et un mail, vous pouvez envoyer toute une série de photos qui font faire beaucoup de tort aux États-Unis, comme les photos dans la prison d'Abu Ghraib et d'autres. Et donc, il a dit, il va falloir organiser la guerre sur Internet. Je crois que ça a mis un certain temps, mais en gros, à partir de 2009-2010, ils ont mis au point des ripostes, et une de ces ripostes consiste à
diaboliser les lanceurs d'alerte, diaboliser les gens qui exposent des faits et posent des questions sur les États-Unis, sur Israël, sur toutes ces guerres-là. Et ils ont mis au point cette riposte de la diabolisation. Malgré tout, ça suffisait pas encore. Et donc, ils ont aussi organisé une pression sur les GAFAM pour justement restreindre l'accès à la version alternative. C'est-à-dire qu'au début, les GAFAM, ils trouvaient ça bien. Il y avait du clash dans les émissions de télé, il y avait des controverses, et donc on pouvait faire le buzz avec une info alternative, et ils ont vu le danger, et donc ils ont dit aux GAFAM, vous allez reléguer ces gens en page 29, et il faut qu'ils deviennent invisibles. Donc voilà, ça c'est un peu de leur côté. Nous, on s'est développé ce site-là, j'ai pu engager un premier journaliste en 2009 qui était venu faire un stage chez nous, Grégoire Lalieu. Il était tellement bon qu'il est resté et c'est maintenant le rédacteur en chef du site. On a eu du mal à développer l'équipe par manque de moyens. On vivait uniquement, et on vit toujours uniquement, de l'argent des dons et de l'argent de la vente des livres. Mais voilà, c'est pas évident, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de subvention, il y a la censure des télés, des radios, des grands médias, donc c'est pas évident. Malgré quoi, on a pu petit à petit développer. Et là, Investigation, c'est quand même une belle équipe d'une dizaine de personnes. Il y a 4 journalistes. On était en train de lancer Télé-Palestine. C'est une idée que j'avais lancée au printemps en disant les Palestiniens vont avoir besoin de ça. Ben voilà, on est tombé en plein dedans. On a une maison d'édition de livres qui publiait au départ mes livres et maintenant 7 ou 8 livres par an d'auteurs divers autour en général de ces thèmes-là. On a une chaîne YouTube. Mon ami Saïd Bouamama fait aussi une émission qui s'appelle Le Monde vu d'en bas. On est en train de développer. On voit une chose, c'est qu'il y a un énorme besoin des gens. Il y a une énorme méfiance vis-à-vis des médias. Mais combien de fois j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah, les médias, il faut plus m'en parler. Je l'ai vu ce qu'ils ont raconté sur ma lutte comme professeur ou ma grève comme cheminot ou ceci ou cela. » Et donc là, j'ai compris. Ça ne veut pas encore dire que les gens, ils ont forcément compris à quel point et comment ça manipule sur les guerres, mais disons qu'il y a une très très grande méfiance qui se traduit par une désaffection. Bon, il y a aussi évidemment l'évolution commerciale, etc. Mais il y a une grande méfiance, il y a une grande ouverture et beaucoup de gens cherchent une autre info et une autre manière de s'informer. Donc voilà, ça c'est un peu un résumé de ma vie pour justement apporter une information honnête, de qualité, vérifiée, et quand on ne sait pas, on ne sait pas, et quand on s'est trompé, on le dit. Ça, c'est ce que j'appelle du journalisme honnête dont les gens ont besoin. Et ce parcours-là, donc, et tous ces travaux articulés, vous avez esquissé déjà plusieurs éléments autour de cette question de la propagande de guerre. Et justement, c'est le premier volet, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, Michel Collomb. Cette question de la propagande de guerre, la remontée, c'est-à-dire presque de manière théorique, qu'entend-on par propagande de guerre? Parce qu'on a une notion qui est aussi très corrélée à la morale. Alors là, on pourrait aller sur des heures de philosophie, mais on peut penser par exemple à des opérations de propagande de guerre comme l'opération Fortitude à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des Britanniques qui avaient développé des divisions de chars gonflables, de faux chars en bois, d'armement en bois, pour tromper les renseignements allemands avec des avions de repérage et faire croire à un débarquement au nord de la France plutôt qu'en Normandie. Là, on est finalement dans une bonne propagande de guerre, et on a aussi des propagandes de guerre où on veut tromper la population, tromper les intentions belliqueuses de tel ou tel pays. Et je voulais justement préciser avec vous dans un cadre vraiment pédagogique et théorique ce qu'est la propagande de guerre. Et en deuxième partie de cette question, a-t-on assisté à une accélération de tout cela avec les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu? Vous l'avez abordé déjà, mais savoir un petit peu quelle a été l'évolution, on va dire, de la théorie à la pratique, malheureusement. Alors c'est vrai que la propagande de guerre, ça peut s'entendre de 2 manières, tout simplement parce que il y a des guerres justes et des guerres injustes. Quand le Vietnam résiste à l'agression des États-Unis, il doit aussi faire de la com. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. En réalité, la propagande, nous en faisons tous, hein, parce que quand vous prenez l'origine de mots latins, là, les études de jésuites vont me servir, c'est propager.
Donc, c'est diffuser des idées. Ben, on fait ça tous les jours, tout le temps, hein. On dit ce qu'on croit et on essaye de convaincre. Donc, tout le monde le fait. Donc, toute la question est, est-ce que c'est une guerre juste ou c'est une guerre d'agression, une guerre criminelle? Effectivement, on doit tous faire de la com. Et pour voir justement de quel type de guerre il s'agit, parce qu'évidemment, les États-Unis, la France nous disent toujours, oh, mais on fait la guerre pour aider les gens, pour aider les femmes et les libérer des talibans, pour des motifs humanitaires, pour protéger les minorités, la démocratie, les armes de destruction massive, tout ça. Donc, ça, évidemment, ils vont toujours le dire. Pour analyser vraiment de quelle guerre il s'agit, ben, le premier principe de la propagande de guerre, dans la version que j'ai présentée, parce qu'il y a eu Anne Morelli qui a fait un très très bon bouquin là-dessus, parce que c'était déjà très actif dans la Première Guerre mondiale. Et moi, le premier principe que j'ai mis en avant, c'est occulter les intérêts économiques. C'est-à-dire, pour moi, c'est toujours des guerres pour le fric. Et donc, si on ne nous a pas dit ça, ben, si c'est caché, on voit bien qu'on est en face d'une guerre, d'une guerre injuste, d'une guerre immorale. Alors, comment ça a évolué? On pourrait faire beaucoup là-dessus, parce que, au fond, la propagande de guerre, elle a commencé avec Jules César, qui est à la fois général et journaliste. Donc, il va faire les opérations militaires, il a le but de s'en servir pour devenir le numéro 1 à Rome, et donc, évidemment, il fait sa promo, et évidemment, il raconte, et il enjolive, s'il le faut, ses exploits dans la guerre des Gaules que j'étudiais, bien entendu, en 6e latine chez les Jésuites. Donc, ça commence tôt. Si on regarde le XXe siècle, il y a une évolution intéressante. Anne Morelli l'a très très bien décrite dans son magnifique livre Principes élémentaires de la propagande de guerre. Vous avez par exemple les Britanniques qui, pour persuader qu'il faut entrer en guerre sur le sol européen, disent les Allemands massacrent les petits bébés en Belgique. Alors, l'occupation allemande n'était pas rose, on est bien d'accord. Vous aurez remarqué que c'était déjà le thème des bébés. Là, ils étaient éventrés à la baïonnette. Maintenant, ils sont décapités. Donc ça, c'est une constante de la propagande de guerre. Et Anne Morelli l'a très, très bien expliqué. Donc là, on est un peu dans les bases. Dans la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, qui était une guerre juste pour résister au fascisme, tout le monde fait de la propagande. Je ne dois pas vous raconter l'importance de Goebbels, l'importance de la radio pour Hitler et l'importance de tout ça pour justifier l'endoctrinement, l'intoxication du peuple allemand et la manière justement de l'intoxiquer, de l'emmener dans cette aventure criminelle. Ça a très très bien fonctionné, c'était très professionnel. Goebbels était vraiment un expert du mensonge. Ce qui est intéressant, c'est que les méthodes de Goebbels, on les retrouve dans des stratèges de la communication publicitaire aux États-Unis. Vous avez un dont on a pas mal parlé, c'est Bernays, qui a écrit un livre qui s'appelle Propaganda. Bernays, c'était pratiquement l'inventeur de la publicité moderne. Et il a fait appel à l'inconscient. Et avant la publicité, la réclame, comme on disait, c'était mon produit est le meilleur, et voilà, etc. Mais là, il a joué beaucoup plus subtilement. Il voulait vendre des cigarettes, et donc le truc, c'est de montrer que les femmes devaient fumer comme les hommes, que c'était la preuve de leur émancipation. Vous voyez, donc, il a montré des femmes élégantes, fumant, et pas besoin de discours. Après ça, l'image a fait passer le message. Et Bernays a fait non seulement de la pub commerciale, mais aussi de la pub politique. Il a travaillé pour la CIA. Il a par exemple vendu un coup d'État épouvantable qui a été fait en Équateur, où on a renversé le président parce qu'il voulait récupérer un petit peu de l'argent des multinationales pour son peuple. Donc on l'a trucidé, on a fait toute une campagne contre lui. Et donc Bernays était là-dedans et il a expliqué les méthodes. Il y a d'autres experts, j'en ai parlé dans un livre qui s'appelle La gauche et la guerre que j'ai coécrit avec Saïd Bouamama. Et dans ma partie au début, j'analyse justement les méthodes de la propagande de guerre parce qu'il faut constater que la gauche en France et en Europe n'est pas du tout vigilante sur les informations. On avale ce que nous disent les grands médias ou on n'ose pas s'y opposer, mais on avale beaucoup et donc il y a un vrai problème de prise de conscience. Or, il suffit de lire ces théoriciens des États-Unis pour savoir comment on nous ment encore aujourd'hui. Dans les autres théoriciens auxquels je pense, il y avait
Harold Laswell, qui a dit des choses très intéressantes sur il faut que le peuple apprenne à détester l'ennemi et il faut centrer la cible sur une personne et pas tout un peuple, etc. Donc, c'est exactement ce qu'on trouve maintenant, une personne ou un mouvement. Et il y avait aussi Walter Raymond Jr. dans les années 50 qui a fait des études très intéressantes. Bon, on n'a pas le temps de détailler tout ça maintenant, mais c'est des études qu'il faut faire, c'est des lectures, parce que, comme je dis toujours, il faut étudier son adversaire, il faut lire l'ennemi, et on comprend déjà au moins la moitié du problème avec ça. Donc, on a eu une évolution et des techniques plus sophistiquées. Apparemment, ces techniques n'ont pas été très utilisées dans la guerre des États-Unis contre le Vietnam, qui a marqué ma jeunesse et qui est, selon moi, une étape très très importante dans l'analyse de l'information sur la guerre. Je rappelle que c'est une guerre qui commence sous Kennedy, le gentil président, c'est lui qui commence, puis il y a Johnson, puis il y a surtout Nixon. Donc c'est une guerre qui va durer, les Français avaient déjà fait la guerre avant, bien entendu, mais pour celle des États-Unis, 14 années de guerre impitoyable et vraiment massacrante contre les Vietnamiens. Et dans cette phase-là, les États-Unis vont perdre. D'abord, ils vont perdre sur le terrain parce que les Vietnamiens sont extrêmement courageux, extrêmement bien organisés. Ils sont dirigés par Ho Chi Minh, un ouvrier communiste qui a travaillé en France, et par des communistes qui organisent un front uni très très courageux avec toutes les classes de la société qui résistent à l'occupation. Donc ils sont très courageux. Et du coup, les États-Unis s'enlisent, ils ont beaucoup de morts. Et à ce moment-là, il y a le phénomène qu'on appelle des body bags, c'est-à-dire les corps des soldats des États-Unis qui reviennent à la maison dans des sacs en plastique. Et il y a des photos de ça qui circulent, et ça va faire un grand tort, parce qu'évidemment, aux États-Unis, on laisse faire le gouvernement, on a cru dans son grand discours que c'était pour la liberté, etc., contre l'URSS et la Chine, et on a cru à ça, mais quand beaucoup de soldats arrivent, et il y a ceux qui sont tués, mais aussi ceux qui reviennent complètement, l'esprit complètement déréglé, par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont dû faire. Il y a énormément de maladies psychiatriques. Donc là, les États-Unis ont un problème de com', c'est que non seulement on tue des Vietnamiens, ça on les montre pas, mais on tue des États-Uniens et ça, ils sont visibles. Donc ils ont perdu la bataille de la solidarité internationale parce que aussi, les jeunes de mon époque et des artistes et les Beatles et plein d'autres ont fait campagne pour la paix, pour l'arrêt de cette agression. Et voilà, ils ont perdu la bataille de l'info, la bataille des idées autour de cette guerre. Ils en ont tiré une leçon, c'est qu'on ne doit plus montrer les cadavres, on ne doit plus montrer la guerre. Et donc, quand Bush le père a décidé d'attaquer l'Irak en 91, on a pratiqué le système qu'on a appelé des journalistes embedded, c'est-à-dire que les journalistes des États-Unis étaient forcés de s'intégrer dans des unités militaires et ils ne pouvaient pas aller où ils voulaient et donc ils devaient montrer ce qu'on leur disait de montrer. Évidemment, on leur montrait rien du tout. Il se passait des massacres épouvantables qu'on a commis contre des soldats irakiens désarmés qui s'enfuyaient. Tout ça, on n'a rien vu. Et donc, voilà, là, ils ont pratiqué un grand contrôle des journalistes embedded. Mais, après la guerre, ça s'est quand même retourné contre eux parce que, je vous ai parlé du livre Attention médias que j'ai fait, il y a eu évidemment d'autres livres. Aux États-Unis aussi, on a protesté contre ce système. Et ils se sont rendus compte que c'était pas suffisant et qu'à tout cadenasser, à tout censurer, et à ne rien dire en fait, à ne rien montrer, ça n'allait pas. Donc, ils ont fait évoluer leur com et leur guerre aussi contre la Yougoslavie, contre la Libye. Mais bon, je ne vais pas détailler chacune d'elles, à moins que vous ayez des questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a une évolution et en fait, les États-Unis s'adaptent toujours. Vous devez savoir qu'il y a énormément de gens à la CIA, mais aussi à toutes sortes d'autres services secrets, qui sont aussi des services de com. Les réseaux sociaux ont changé la donne, évidemment, pour eux.
C'est-à-dire que des gens comme moi, mais il y en a plein, il y a des youtubeurs, il y a des gens qui font des montages, il y a des gens qui font des reportages sur place, il y a des gens qui analysent l'info. Donc ça, c'est un phénomène dérangeant pour eux. Et ils sont vraiment obligés d'essayer, de nous marginaliser. Donc pas question de nous inviter dans les débats télé. Le lobby sioniste ou le lobby pro-guerre refuse systématiquement de débattre avec nous. C'est pas courageux, mais c'est efficace. Et donc, ils organisent la diabolisation des gens comme nous. On va répandre toutes sortes de calomnies sur eux. Voilà. Donc, ça, ça montre que Internet, c'est une vraie bataille. C'est une vraie guerre, comme disait Rumsfeld. Et ça veut dire que les citoyens doivent absolument s'engager dans cette bataille. Parce que quand on ment pas seulement contre les gens du pays qu'on attaque. On ment pas seulement contre les gens comme moi qui essayent de faire la vraie info. On ment contre les citoyens en leur cachant ce qui se passe vraiment dans cette guerre, en leur cachant que on est responsable de provoquer les guerres, alors qu'on se présente toujours comme celui qui est le spectateur neutre, qui essaye que ça se calme, qui est là pour la paix. On cache qu'en fait, mais quand vous faites la guerre, quand vous envoyez des soldats, des US ou français ou autres dans des pays et que vous bombardez des civils, ben vous fabriquez des terroristes, évidemment. C'est tout à fait normal que parmi tous les gens qui ont été frappés de cette manière, il y en a qui pètent un câble et qui se vengent à la seule manière qu'ils ont dans le cerveau. Donc, voilà, c'est important que les citoyens d'ici comprennent qu'on fait la guerre en leur nom, avec leur argent, que pour faire la guerre, on prend des budgets qu'on devrait utiliser pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les emplois des jeunes, et que, en plus, on provoque un état de guerre permanente qui va susciter du terrorisme. Et on a eu, il y a quelques jours à Bruxelles, un attentat épouvantable où des supporters de foot suédois ont été tués par un type qui s'est intoxiqué dans ses explications bidons et dans ce mode d'action odieux. Et le problème, c'est que c'est inévitable quand vous montrez vous-même l'exemple de la violence, quand vous mentez et que vous empêchez le débat. Vous savez, notre bureau, avant, il était à Molenbeek, à Bruxelles. Maintenant, on est en télétravail, donc on n'a plus de bureau. Mais je connais très très bien. C'est une commune où j'ai beaucoup été, où j'ai souvent parlé, où je connais plein de gens. Donc évidemment, presque tout le monde comprend très très bien que c'est pas une guerre de religion, que on nous ment et qu'il faut essayer de parler autour de soi et d'expliquer les causes de la guerre. Mais vous pouvez pas empêcher que sur des centaines de milliers de gens, il y en ait l'un ou l'autre qui déraille complètement, qui pète un câble et qui commet des choses comme ça. C'est malheureusement inévitable si vous procédez comme ça. Voilà, je m'excuse d'être long. Non, mais je vous en prie. Vous me coupez quand vous voulez. Je vous en prie, au contraire. Je reviens sur un élément et pour ne pas éluder le point, parce que j'imagine que nos spectateurs qui nous regardent aujourd'hui ont vu votre passage chez Éric Morillo en face de Bruno Attal. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure avec l'exemple des bébés qui effectivement résonne aujourd'hui. C'est l'échelle du sordide. On a à chaque fois des récits qui sont terribles. Il y a eu par exemple le massacre de Boutcha en Ukraine, on y reviendra dans quelques minutes. Là, il y a eu cet exemple des 40 bébés décapités. À chaque fois, on gravit la montagne du sordide. Je voulais revenir avec vous là-dessus parce que ce que vous expliquez là dans la propagande de guerre, c'est qu'on navigue toujours sur un territoire entre le vrai et le faux et où la nécessité est de douter, de rester prudent et de ne surtout pas instrumentaliser ce qui est dit à des fins X ou Y. Et là, aujourd'hui, je reviens à moitié sur cette séquence, c'est pour avoir votre avis et prolonger le raisonnement parce que je crois que le comportement de votre interlocuteur ne mérite pas 3 heures dessus. Mais revenir avec vous sur ça, sur cet exemple-là, il vous a été reproché de dire que vous niez complètement la réalité de tout ça. Je crois qu'on est loin du compte. C'était pas dans vos intentions. La question est bête, mais je vous la pose quand même pour clarifier le point. Mais vous faites bien. C'est vrai que quand on débat avec une personne comme Bruno Attal, qui en fait refuse de débattre et qui est là uniquement pour vous lancer des insultes et essayer de vous déstabiliser, on n'a pas tout à fait l'occasion de présenter un raisonnement complet, aussi avec un animateur qui a organisé un débat, ça c'est bien, mais qui aurait dû, à mon avis, le recadrer et essayer d'échapper à cette tornade d'insultes et essayer qu'on ait une vraie discussion. Maintenant, il y a 2 choses à savoir par rapport à ce débat, c'est que,
D'abord, il m'avait invité pour venir tout seul. Et puis, il m'a dit la veille, puisque vous êtes très controversé, est-ce que vous acceptez de débattre avec quelqu'un qui vous critiquerait? Je lui ai dit, mais je ne demande que ça. Moi, ça fait très longtemps que quand des associations m'invitent pour un débat, je dis, essayez donc d'inviter un représentant du lobby sioniste. Et donc, je lui ai même fourni des noms. Et puisque voilà, il y avait un ancien conseiller de Mitterrand, il y avait des porte-paroles du lobby sioniste à Paris, avec lesquels j'avais débattu il y a très longtemps, en 2008 ou 2009, je crois, chez TADI. Il y avait des soi-disant fact-checkers, il y avait des animateurs de radio plus ou moins indépendantes, et tous ces gens ont courageusement refusé. Donc, le seul qui s'est lancé là, c'est Attal. Il a essayé de faire croire que je manquais de compassion pour les victimes. J'ai bien expliqué, en fait, j'avais écrit des articles avant, je ne sais plus, il y a quelques années déjà, en disant que celui qui faisait le plus de tort aux Juifs en Israël et dans le monde, c'était le régime sioniste, c'était Netanyahou, parce qu'en commettant tous ces crimes et au nom de la religion, il provoquait des atrocités. Donc, déjà bien avant la guerre, j'avais dit, les Juifs aussi sont victimes de ce qui se passe. Concernant les victimes de l'offensive du Hamas et d'autres mouvements de libération, le 7 octobre, il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de victimes. Il y a d'une part des militaires qui sont les soldats d'une armée d'occupation. Donc, individuellement, c'est triste pour eux, mais c'est une armée d'occupation. Elle occupe des territoires illégalement et chacun voit comment elle humilie et comment elle assassine et parfois torture des civils palestiniens, dont des enfants, j'insiste. Donc, là, c'est la charte de l'ONU qui dit « Tout peuple a le droit de résister à une occupation de ce type ». Il y a parmi les victimes des gens qui sont des colons de colonies illégales qui s'installent là en volant la terre des Palestiniens, en faisant appel à l'armée pour les protéger et tuer les Palestiniens qui sont dans le chemin, et parfois eux-mêmes en provoquant de très graves souffrances aux Palestiniens qui habitent là et qu'on chasse. Donc, est-ce que ce sont encore des civils? C'est une question qui mérite une réflexion. Mais de toute façon, oui, il y a des enfants qui n'ont pas rien fait dans tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas conscients et qui vivent là-bas. Et c'est clair que si des mouvements de résistance, dans les mouvements de résistance, il y a des gens qui commettent des crimes de guerre, ça devra être poursuivi. Et bien entendu que je trouve ça également insupportable et intolérable. Ça doit être très clair. Ceci dit, j'ai dit dans ce débat, et je maintiens, que quand on vous parle d'atrocité, il faut vérifier. Parce que, excusez-moi, mais justement, j'ai beaucoup d'exemples dans toutes les guerres que je suivis, où toute la presse occidentale et quasiment tous les partis politiques et tous les grands médias nous ont dit « indignez-vous, condamnez, regardez les atrocités qu'ils commettaient ». Et puis ça s'est avéré faux. Saddam Hussein n'avait pas volé les couveuses à Kuwait City, j'étais un des rares à le dire pendant longtemps, et puis tout le monde l'a reconnu. Le génocide soi-disant préparé au Kosovo, c'était bidon, c'était une invention du ministre allemand de la Défense. En Libye, que Kadhafi avait massacré des milliers de gens et allait continuer à le faire, c'est faux. Il y a eu un rapport de la commission parlementaire britannique, les deux partis ensemble, qui a jugé que le Premier ministre Cameron avait menti dans tout ce qu'il avait raconté sur la Libye et que Kadhafi, au contraire, essayait de calmer les choses et qu'il n'y ait plus d'affrontement et de trouver une solution négociée, comme il faisait d'habitude en Libye, qui était resté un pays assez féodal. Et donc, je pourrais continuer avec toute une série d'exemples qui sont dans mes livres. Et j'insiste, sur tous ces exemples, il n'y a jamais un auteur d'en face, il n'y a jamais un expert qui ose s'aventurer dans un débat et dire voilà.
Donc, je maintiens que quand on nous parle d'atrocités, il faut vérifier. Dans une émission que je viens de diffuser, Israël, Palestine et des infos, j'ai abordé ce point en disant, voilà, on a vu une journaliste de I24 News, une chaîne qui appartient à Patrick Drahi, qui possède aussi Libération et des radios en France. Cette journaliste a rapporté que elle avait vu, ou qu'en tout cas, le chef de la locale, un major, je crois, israélien, avait vu des bébés décapités. Et donc, ça tourne en boucle dans tous les médias anglo-saxons. Le président Biden dit lui-même qu'il a vu des photos, et puis il n'y a pas de photos, il n'y a rien du tout. Et même l'armée israélienne dit non, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, et M. Attal, pendant qu'il y avait ce débat, il n'arrêtait pas de me dire, on a éventré des femmes, on a décapité des bébés, on les a coupés en deux, est-ce que vous condamnez, est-ce que vous condamnez? J'ai dit, je vérifie d'abord. Et finalement, il y a Haaretz, je crois, le quotidien centre-gauche israélien, qui a publié une longue liste avec plusieurs centaines de victimes, et il n'y a pas d'enfants dedans. Donc, ça reste très triste, et ça reste quelque chose pour lequel on manifeste beaucoup de compassion et de sympathie, mais quand il y a des souffrances et des victimes, la première question à se poser, c'est comment est-ce que c'est arrivé? Or, on est dans un faux débat avec les médias occidentaux. Dans un faux débat, c'est que dès qu'on parle d'Israël-Palestine, la première chose qu'on vous dit, c'est condamnez-vous le Hamas terroriste. Ça, et on le répète 5 fois jusqu'à ce que vous ayez dit oui, 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 etc. Ben non. Pour moi, le Hamas est un mouvement de résistance, un mouvement de libération, que l'Europe le qualifie de terroriste, mais qu'est-ce que ça vaut? L'Europe a déjà appelé Hitler toute une série de dirigeants politiques dans le tiers-monde. L'Europe a déjà déclaré qu'Israël est une démocratie. Mais comment est-ce qu'on peut être une démocratie quand on chasse les habitants d'une terre, quand on pratique l'apartheid, quand on met des enfants en prison? Comment est-ce qu'on pourrait être une démocratie? Donc les qualificatifs de l'Europe ne valent rien du tout, absolument. Donc voilà, je pense que on doit, oui, vérifier, et on doit surtout chercher les causes. Or, comme je le disais, le problème, il n'a pas commencé le 7 octobre avec l'offensive de Hamas. On nous fait semblant que là, tout d'un coup, le Hamas, il attaque, on ne sait pas pourquoi, il est méchant, il commet des crimes, et on s'arrête au 7 octobre. Vous pouvez regarder toute une série d'interviews qui ont lieu à la télé, c'est toujours qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais c'est hallucinant de voir comment ces médias ne racontent pas ce qui s'est passé avant, en septembre et en octobre, qu'il y a eu des intensifications des viols, que toute une série de femmes et d'enfants palestiniens ont été tués. Et à ce moment-là, on n'en parlait pas, c'était normal, et que Netanyahou a véritablement provoqué ce qui arrive maintenant. Est-ce qu'il l'a voulu? Est-ce que c'est un calcul de sa part? Ça se discute beaucoup pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau des médias, ils ne font pas leur travail. Parce que vous ne pouvez pas présenter les événements à partir du 7 octobre en cachant tout ce qui s'est passé avant. Ça, c'est pas honnête. Et c'est vrai que donc je vous remercie d'ailleurs de ces réponses-là. Alors voilà, chers spectateurs, vous connaissez chez Juste Milieu l'habitude, on recevra de prochaines personnalités qui donneront des avis tout à fait contraires. Mais je voulais absolument vous laisser le micro de Juste Milieu pour dire cela. Libre à chacun ensuite d'aller vérifier là aussi ce que vous dites, d'aller chercher des contre-avis, chercher des contrepoints. Mais c'est très important que tout le monde puisse s'exprimer et avoir le temps sans être insulté de nazis ou autres colibés. Pour revenir sur le deuxième grand volet que je voulais évoquer avec vous... Est-ce que je pourrais faire une proposition que tous les gens qui nous écoutent demandent aux associations qu'ils connaissent d'organiser des débats contradictoires avec des gens comme Jacques Attali, comme Goldnadel, comme Ancel, comme Reichstadt, comme Tristan Mendes France, comme un certain Julien Pain à France Info, qui a trafiqué l'entretien que j'avais eu avec lui et puis qui a refusé de passer l'intégralité. Donc, je vous en prie, si vous trouvez que c'est important la paix en Palestine et en Ukraine, et si vous êtes d'accord avec moi, tout à fait, un peu ou pas du tout, mais je vous en prie, organisez des débats contradictoires sur ça. Moi, je suis demandeur, je n'ai absolument pas peur. Si j'ai fait une erreur et qu'on me le montre, je le reconnaîtrai. Et après, demandez-vous pourquoi
De l'autre côté, on refuse le débat. L'appel est lancé, on sera ravis, si jamais voilà, ce débat doit être organisé, on sera ravis d'être là avec Juste Mieux pour le couvrir, si possible avec Julien Pain, on l'aime beaucoup, alors malheureusement il nous a bloqué sur Twitter, on n'a pas de chance, mais voilà, l'appel est lancé en tout cas effectivement, et c'est très important, quoi qu'il arrive, de maintenir le débat, maintenir les discussions, parce que c'est peut-être quand on sait cela que l'on a perdu, qu'on commence à perdre en tout cas dans les esprits. Deuxième grand volet que je voulais évoquer avec vous, cher Michel Colomb, vous venez d'en parler à l'instant, c'est l'Ukraine. Et c'est une question qui peut peut-être ne pas avoir de sens du tout, donc auquel cas, voilà, ce sera vite réglé, mais voyez-vous des liens entre l'Ukraine et la Palestine? Le lien auquel on peut penser est celui du rôle des États-Unis, bien sûr, ces fameux faucons de guerre qui trouvent un nouveau territoire où mettre leurs serres acérées. Est-ce que vous y voyez un lien autre, plus géopolitique, plus financier, ou peut-être aucun? Oui, je pense que ce sont deux chapitres de la même guerre globale, et puisqu'on vient de parler des images et de la nécessité de vérification des images, je me permets de vous montrer Ukraine, la guerre des images, 50 exemples de désinformation, où nous avons justement analysé les infos qui ont été données ici, les images qui ont influencé les gens, et nous avons fait une enquête avec une équipe, le collectif Test Média. Et pendant 1 an, nous avons enquêté sur toutes les images importantes pour voir si elles étaient vraies, fausses ou commentaires trafiqués, et aussi montrer les images cachées qui donnaient un tout autre éclairage sur les faits. J'insiste sur les faits. Donc, il y a déjà un point commun, oui, c'est que Ukraine ou Palestine ou Venezuela ou Syrie, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre des images, c'est une guerre pour prendre le contrôle des esprits. Donc ça, c'est un premier lien. Si on se place d'un point de vue des objectifs, du point de vue géostratégique, les États-Unis ont toujours considéré le Moyen-Orient comme étant une zone stratégique qu'ils devaient contrôler, par tous les moyens. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des guerres, jamais tranquille. Contrôler pourquoi? Pour utiliser eux-mêmes le pétrole du Moyen-Orient? Non, parce qu'il est beaucoup trop loin. Et si vous envoyez un navire pétrolier du Moyen-Orient aux États-Unis, ça met 4 semaines. Et si vous l'envoyez du Mexique ou du Venezuela, ça met 4 jours. Et en plus, maintenant, les États-Unis ont beaucoup de pétrole qu'ils exploitent sur leur sol. Donc, c'est pas pour eux, c'est pour contrôler les ressources énergétiques de leurs rivaux. Je pense à l'Europe, je pense au Japon, je pense à l'Inde. Tout ça, ce sont des économies rivales et il faut pouvoir les contrôler. Donc, ça, c'est une première raison. Dans le cas de l'Ukraine, il y a la volonté d'affaiblir la Russie, d'affaiblir l'Union européenne pour rester les maîtres du monde. Et comme je le dis toujours, toute cette doctrine, je ne l'ai pas inventée, c'est pas un complot parce que j'aime pas les États-Unis, c'est leurs propres dirigeants et stratèges qui l'ont expliqué eux-mêmes. Surtout Zbigniew Brzezinski, dans ce livre Le Grand Échiquier, qui a expliqué l'avenir du monde se joue en Eurasie, Europe plus Asie, c'est là que sont la majorité des richesses, la majorité de la main-d'œuvre, la majorité du grand commerce international, et donc les États-Unis doivent contrôler ce grand continent, or ils ne sont pas là, ils sont loin. Et donc pour le faire, la stratégie qu'il a proposée, et il emploie vraiment ces termes-là, c'est diviser les vassaux. Nous, les Européens, on figure parmi les vassaux. Diviser les vassaux, ça veut dire, par exemple, semer un peu la zizanie entre l'Allemagne et la France, utiliser la Grande-Bretagne pour affaiblir l'Union européenne, ou la Pologne, ou la Tchéquie, etc. Et puis, évidemment, et Brzezinski le disait déjà, l'arme suprême, c'était d'empêcher les relations économiques entre l'Allemagne et la Russie, qui sont pourtant évidentes. Si vous regardez une carte, vous savez qu'il y a du gaz bon marché en Russie et que l'Allemagne a une industrie énorme qui a besoin d'énergie fiable et bon marché, ben, la connexion, elle est logique. En plus, la Russie est un marché pour exporter les produits allemands et à travers la Russie, avec maintenant les nouvelles routes de la soie, la Chine aussi. Donc, en fait, c'est une guerre des États-Unis contre l'Allemagne, contre les Européens, contre la France aussi.
Et le grand paradoxe, c'est que les élites et le grand patronat de ces pays n'osent pas le dire et que dans les médias, c'est vive les États-Unis, ce sont de petits saints. Donc, on a, pour moi, un lien direct, pour bien revenir à votre question, on a un lien direct parce que les États-Unis sont engagés dans une bataille pour rester les maîtres du monde, pour rester le numéro un. Or, ils sont dans un déclin impressionnant, dont des gens comme Brzezinski, Kissinger et d'autres ont parfaitement conscience. Et le livre de Brzezinski, il est pessimiste. C'est, voilà, nous sommes la dernière superpuissance globale, et après nous, il n'y en aura plus, et combien de temps on va le rester, on ne sait pas. Donc, tout est fait pour arriver à le rester. Et donc, là, le contrôle du Moyen-Orient et de ses ressources à travers Israël, bloquer la Russie, empêcher le partenariat Allemagne-Russie à travers l'Ukraine, c'est deux faces de la même guerre des États-Unis pour leur domination globale. La face suivante étant l'attaque qu'ils aimeraient faire contre la Chine, mais évidemment, ils n'en ont pas les moyens. Donc, on mène déjà et on prépare une guerre indirecte qui pourrait se déclencher dans certains territoires qui sont décisifs pour les routes de la soie. Je pense au Pakistan, où on a fait un coup d'État pour renverser Imre Khan. Il y en a, je pense au Sri Lanka aussi, où les États-Unis font toutes sortes de manœuvres et de guerres non déclarées. Et donc, oui, il y a un lien, et c'est très important que les gens se rendent compte que l'Ukraine, ou la Palestine, ou le Venezuela, ou le Niger, le Mali, le Burkina Faso, tout ça, c'est, ou la question de Taïwan, la question en Asie, tout ça, sont différents terrains de bataille qui vont être déclenchés, oui ou non, et avec telle ou telle intensité, parce que les États-Unis ne veulent absolument pas accepter que maintenant, on doit entrer dans un monde multipolaire avec des relations beaucoup plus égales entre les différentes puissances et l'impossibilité d'un gendarme du monde qui dit « Ah, vous prenez une voie qui ne me plaît pas, eh bien, on vous attaque et on va faire un exemple pour le reste du monde entier. » C'est comme ça que ça a fonctionné pendant les années 90 et les années 2000, des guerres pour continuer à soumettre les peuples du monde. Et donc, oui, voilà, je crois que le lien, il est fort et c'est important parce que il ne faut pas que ceux qui s'intéressent à la Palestine soient seulement les Arabes, que ceux qui s'intéressent à Cuba et au Venezuela soient seulement les Latinos, à l'Afrique seulement les Africains. Il faudrait que tous les peuples et tous les citoyens se rendent compte que ça fait partie de la même guerre globale pour savoir est-ce que les États-Unis vont rester les maîtres du monde ou est-ce qu'ils vont accepter des relations plus égales. Cher Michel Collomb, déjà un immense merci pour tous ces éléments de réponse. Je sais que vous êtes très pris, donc j'en profite encore pour quelques minutes avec une dernière réflexion, une dernière question en guise de conclusion, parce que ce que vous dites me fait beaucoup penser à ce que George Orwell décrivait comme la double pensée, qu'on retrouve dans notre monde aujourd'hui, où si on le prend de manière formelle, je parle vraiment sur la forme des choses et pas sur le fond, parce que tout ça est éminemment plus complexe, mais on a par exemple l'Occident qui fait la guerre à l'extrême droite dans tous ces territoires et qui aujourd'hui s'allie ouvertement avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou par exemple, donc de manière très formelle sur le discours, on a des choses... Et avec le régiment Azov nazi en Ukraine. Absolument, avec ces figures néo-nazis en Ukraine, on a quelque chose de l'ordre vraiment du double discours, de la double pensée, et Orwell disait que l'un des piliers qui permettait au totalitarisme de se maintenir était le mouvement, c'est-à-dire de passer d'une idée à une autre, d'une discussion à une autre, et qu'un totalitarisme figé devenait critiquable, donc il devenait faible et il pouvait être détruit. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette narration du réel qui passe d'un conflit à un autre, parfois un semblant de conflit qui s'allume, on se rappelle de la provocation, je crois, de Victoria Nuland qui s'était rendue à Taïwan contre les volontés militaires chinoises notamment. Pelosi, pardon, Nancy Pelosi, toutes mes excuses, ouais. Et on avait à ce moment-là déjà des médias qui nous disaient attention, Taïwan, c'est la future poudrière. Est-ce qu'on n'a pas dans ce mouvement perpétuel, cette narration du réel qui ne s'arrête jamais, le Covid aussi en était une, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de l'ordre d'un comportement totalitaire dans cette double pensée, ce mouvement perpétuel? Je pense que notre information et notre débat politique inexistant sont effectivement
pollué par ce totalitarisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai débat et si on n'est pas d'accord avec les idées dominantes, on est carrément exclu. Je pense que ce qui est caractéristique dans cette approche médiatique et intellectuelle, c'est la fragmentation. C'est-à-dire que on vous parle de l'Ukraine, ah, c'est Poutine. On vous parle de la Palestine, ah, c'est le Hamas. On vous parle de Cuba ou du Venezuela, ah, c'est le communisme. Et donc, on cache le fait qu'en réalité, pour moi, ces différents terrains de bataille sont en fait la même guerre, à savoir les États-Unis, qui sont l'agresseur derrière tout ça, qui, comme je viens de le dire, veulent garder le contrôle du monde, et donc on nous empêche de comprendre, parce que si on réagissait aux médias dominants et qu'on disait ben c'est pas Kadhafi à un moment donné pour vous c'était l'homme charmant ou ce n'est pas les Palestiniens puisque vous approuvez le Fatah, mais le Fatah aussi s'est fait traiter de terroriste par les États-Unis et par vous-même, ou quand Helsinki a fait bombarder le Parlement à Moscou dans les années 90, là, c'était aussi un homme charmant et un grand démocrate. Donc, on est dans l'hypocrisie, et ce que je veux dire, c'est que effectivement, ces médias nous montrent juste ce qui se passe à ce moment-là. On cache le contexte des autres pays alors que c'est toujours la même guerre, comme je le disais. On cache ce qui s'est passé avant et on cache les intérêts économiques. Donc, on est dans une information qui est de la propagande au très mauvais sens du terme, c'est-à-dire de la manipulation pour faire cacher les intérêts, pour faire cacher la responsabilité historique et pour faire cacher qu'en fait, ce sont, comme je le dis toujours, des guerres des multinationales occidentales pour essayer de garder leur position dominante. C'était des guerres du fric. Constat limpide et libre à vous, chers spectateurs, ensuite voilà, de réfléchir, creuser ces questions sur tout ça, creuser, continuez à douter, continuez à réfléchir, gardez l'esprit vif. Cher Michel Collomb, un immense merci pour vos réponses. Merci d'être venu. C'était avec plaisir. Sur Juste Milieu, et on peut continuer à vous suivre donc sur Investigation sur YouTube, c'est ça, et le site internet où on retrouve tous vos ouvrages. En librairie aussi, on peut en trouver, bien sûr. Hein. En librairie aussi, parfaitement. Voilà. Les rendez-vous sont donnés. Oui. Merci. Merci à vous. Et bonne chance à Juste Milieu. On continue. Merci beaucoup. Chers spectateurs, vous le savez, voilà, n'hésitez pas, les formules d'usage, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve très bientôt sur Juste Milieu. Allez, au revoir.